vous emmène en Palestine maintenant, au temps de la puissance des Ottomans. Soliman le Magnifique détient déjà une grande partie du monde entre ses mains et c'est avec lui que commence notre héritage. Le couvre-chef que portent les Samaritains, les murailles qui ceignent Jérusalem ou le souk de Naplouse sont en Palestine autant de traces de la longue, très longue présence ottomane. 4 siècles, du début du XVIe au début du XXe, l'une des plus pérennes de l'histoire. Petite province perdue dans l'immensité de l'Empire ottoman, la Palestine va s'affirmer au fur et à mesure des 400 ans de domination. C'est peut-être là que s'est forgée l'idée d'une nation palestinienne, dans cette lutte pour s'affranchir de ce géant. Les remparts de Jérusalem sont l'un des principaux symboles de la ville moderne, mais aussi l'un des tout premiers apports de l'Empire. Quand Soliman le Magnifique monte sur le trône, la Palestine fait déjà partie de l'immense empire ottoman, arraché au début du XVIe siècle aux Mamelouks, les sultans égyptiens. Arrivé au pouvoir, il fait aussitôt rénover ses remparts pour protéger les lieux saints. Il entreprend également de restaurer le dôme du Rocher, l'une des plus importantes mosquées de la ville. Pour les Ottomans, qui pratiquent l'islam, ce sont des lieux essentiels. On a toujours cette image, cette formule, Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. En vérité, les historiens considèrent que Jérusalem, c'est le premier lieu saint de l'islam, au sens strict, au sens chronologique. Pourquoi? Parce que Mahomet, très longtemps, a prié vers Jérusalem avant de prier vers la Mecque. Puis la deuxième chose, c'est que le dôme du Rocher, il est construit en 692, 50 ans à peine après la révélation de Mahomet. C'est le plus ancien monument islamique conservé au monde. Et à l'époque de Soliman le Magnifique, déjà, c'est bien plus ancien que tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on pouvait trouver, y compris à l'époque à la Mecque. Et donc pour le sultan calife Soliman le Magnifique, il est très très important de s'y investir de façon monumentale avec la construction de ces fameux remparts de Jérusalem. Mais musulman pragmatique, Soliman sait qu'à Jérusalem, qui compte des musulmans, des catholiques, des orthodoxes et des juifs, les religions doivent coexister. Dans l'entourage de Soliman, il y a celui qui va financer la construction des murailles de Jérusalem, c'est Abraham Castro, un collecteur des impôts juif. Et puis l'architecte Sinan, son architecte préféré, son architecte en chef, qui est chrétien. Donc on voit bien qu'il y a autour de ce chantier un certain nombre d'influences très complexes qui disent aussi toute la richesse culturelle de cet empire ottoman du XVIe siècle. En favorisant la coexistence des 3 religions monothéistes, Soliman entend créer une élite religieuse sur laquelle il compte s'appuyer pour gouverner à distance. Constantinople, la capitale de son empire, est à 1700 km de route de Jérusalem. Ce qui reste de l'époque ottomane à Jérusalem, c'est aussi un certain équilibre entre les communautés, entre les traditions religieuses que l'Empire ottoman avait parfaitement su préserver, parfaitement su respecter. Ces statu quo, ils sont toujours en vigueur aujourd'hui, ils sont toujours respectés par les autorités israéliennes, par les autorités jordaniennes, par les Palestiniens, par les institutions catholiques. Donc ça, effectivement, c'est un legs très concret de l'Empire ottoman à non seulement l'histoire de Jérusalem, mais aussi son actualité et ses habitants d'aujourd'hui. Dans les décennies qui suivent la conquête ottomane, Jérusalem devient une ville florissante. Sa population triple. Sa ville s'enrichit, d'autant que les pèlerins chrétiens et juifs doivent s'acquitter d'un droit de passage demandé par les Ottomans. En protégeant la ville sainte, les Ottomans créent aussi les conditions de développement de la région. L'autre but de l'Empire est de prendre le contrôle de tout le commerce de transit. Au carrefour des 3 continents, la Palestine est stratégique pour l'économie ottomane. Et si Jérusalem en est la capitale spirituelle, c'est Naplouse, à une centaine de kilomètres au nord, qui va devenir la capitale économique.
Naplouse est nichée au cœur d'une vallée sur l'importante route commerciale des caravanes vers le nord. Avec ses ruelles, la ville est un dédale de boutiques et des shops hérités des Ottomans où s'entassent des montagnes de pâtisseries, de légumes et d'épices. C'est encore aujourd'hui le principal marché de la vieille ville. Ce marché est d'une grande importance et grouille de vie malgré les grands bouleversements intervenus. Il y a toujours une activité commerciale, économique, sociale et folklorique, et aussi de nombreux loisirs. Pour diriger son immense empire, le sultan s'appuie sur des gouverneurs nommés par le pouvoir central. À leur tour, ces gouverneurs s'appuient sur les grandes familles palestiniennes. Elles participent à l'administration de la région et collectent l'impôt. Une élite économique dont le pouvoir va s'accroître au fur et à mesure. Les grandes familles de Naplouse jouaient un rôle politique, social et économique. Sur le plan économique, les fils des bonnes familles étaient des entrepreneurs. Ils construisaient des bains et des savonneries, travaillaient dans le commerce, par exemple avec l'huile d'olive produite dans la région. Socialement, ils avaient avec les habitants de la vieille ville des relations non pas de classe, mais de coopération et d'entraide. Mais à la toute fin du XVIIIe siècle, une première incursion vient ébranler la région. Bonaparte tente d'envahir la Palestine. L'invasion est en partie repoussée grâce à l'intervention de ses familles. C'est une première brèche dans l'Empire. Ces élites prennent conscience qu'elles peuvent se passer de la présence ottomane. La révolte gronde. Certains princes se sont rebellés contre l'Empire ottoman et aspiraient à étendre leur influence et à contrôler d'autres villes. Pour ces raisons, des rébellions ont éclaté, fomentées par les princes, mais c'est le peuple qui a payé. Et de là, ça a été la fin de la stabilité dans la région. Pour restaurer son autorité dans cette région qui lui échappe, le sultan va imposer une série de réformes coercitives. Entre autres, il remanie intégralement l'armée. Mais il impose aussi, en 1829, des réformes hautement symboliques, parmi lesquelles ce fez que porte aujourd'hui encore la petite communauté des Samaritains. Une inclassable minorité, ni juive, ni musulmane, ni chrétienne, qui se réunit pour la Pentecôte biblique sur le mont Gérizim, juste au-dessus de Naplouse. En imposant ce fez à tous les dignitaires, religieux, civils et militaires, le sultan compte bien restaurer la cohésion dans tout l'Empire et aussi faire taire les aspirations à l'indépendance. Mais cela ne suffit pas. Au XIXe siècle, la présence ottomane en Palestine est de plus en plus remise en cause. À quelques kilomètres au nord du mont Gérizim, toujours dans le voisinage de Naplouse, se trouve Sébastia. C'est l'un des plus anciens villages de Palestine. Nous sommes maintenant au centre de la vieille ville de Sébastia. Dans la vieille ville, le bâtiment civil le plus important est ici. C'est le palais Al-Kayed. Il a été construit à l'époque ottomane. En Palestine, il y avait ce qu'on appelle des villages du trône. On comptait 24 villages du trône comme celui-ci. Éloignés des grandes villes, les villages du trône sont les nouveaux chefs-lieux ruraux des Ottomans au XIXe siècle. Ce sont des villages qui assurent le contrôle des campagnes où l'élite politique et foncière s'est installée en tant que souverain semi-autonome. Mais une nouvelle menace arrive. Cette fois, elle vient du sud. En 1832, le pacha d'Égypte Méhémet Ali, pourtant mis au pouvoir par les Ottomans, se lance dans la conquête de la Palestine.
confie les clés de la région à son fils, qui va vite devenir impopulaire. L'armée ottomane a imposé la conscription forcée aux jeunes Arabes pour les envoyer combattre. Et à cause du taux élevé d'imposition et des importantes taxes sur le peuple, des révoltes et des rébellions éclatent à Sébastia. Et dans ce palais, les révoltés se retrouvaient. Les villages du trône ont soutenu le peuple révolté, qui était persécuté, ce qui a participé à créer une certaine unité chez les Palestiniens. Cette révolte est matée dans le sang. Mais ces combats contre les pouvoirs ottomans d'abord, puis égyptiens, ont permis de faire naître un premier sentiment nationaliste. Dans le même temps, la Palestine se modernise. L'appareil d'État est rénové et les chemins de fer se développent. À Jérusalem, le sultan recherche même à nouveau la coexistence des religions que son lointain prédécesseur Soliman le Magnifique avait réussi à établir. Il fait construire une immense horloge, démolie depuis, sur les remparts de la ville. Jusque-là, c'était soit les heures de la prière musulmane, soit les heures de la prière juive, soit les cloches des églises chrétiennes, mais on n'avait pas une heure laïque, commune, citadine. Donc en 1907, signe de cette modernité de la fin de l'époque ottomane, cette tour de l'horloge va s'élever. On signale d'ailleurs qu'elle fait 25 mètres, un petit peu plus que le dôme du Rocher. Ça devient le monument le plus élevé de Jérusalem, à la gloire d'une certaine modernité citadine. Mais la dernière heure ottomane a sonné et l'Empire fait son ultime erreur en s'alliant à l'empereur d'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour les Palestiniens, c'est un double affront. Non seulement le sultan fait détruire une partie des remparts pour ouvrir la porte de Jaffa, l'une des portes principales de Jérusalem, mais il invite aussi ses nouveaux alliés à entrer à cheval dans la vieille ville sacrée. La Première Guerre mondiale va tout emporter. Les révolutionnaires arabes s'allient aux troupes anglaises. C'est le point final de l'Empire ottoman en Palestine. Le général Edmund Allenby entre à Jérusalem le 9 décembre 1917 et lui va prendre le contre-pied de Guillaume II, évidemment, son ennemi, on est en plein pendant la Première Guerre mondiale. Allenby va très ostensiblement arriver jusqu'au rempart de Jérusalem à cheval, va descendre de cheval, lui et tout son entourage, et va entrer ostensiblement à pied. C'est une photo célébrissime. Derrière lui, tout un détachement français et britannique. Et donc il va prendre possession de la vieille ville de Jérusalem en entrant par la porte de Jaffa. La débâcle de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale ouvre les portes à une nation palestinienne. Mais il faudra attendre encore 70 ans pour que l'État palestinien ne se déclare indépendant.